Bonjour, vous écoutez Des SI et des Hommes, le podcast créé par Stratégie pour parler numérique, informatique, digitalisation, entrepreneuriat et bien d'autres sujets. Vous allez découvrir des conseils, des bonnes pratiques, des concepts clés à travers le témoignage de notre invité. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de DSI et des Hommes. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'été, nous allons passer un peu à votre bien-être et nous allons parler de sport et numérique. J'ai le plaisir d'être de retour dans une salle de sport, et pas pour faire du sport, encore une fois, mais pour échanger avec Anthony Chave. Bonjour Anthony. Bonjour. Merci de m'accueillir dans ta salle. Je suppose que tu es heureux de la réouverture des salles de sport. Ah bah oui, forcément, bien sûr, comme tous les pratiquants aussi. Donc je te connais plutôt bien. Ça fait très longtemps qu'on se côtoie et voilà, via le sport à la base. Et puis voilà, nos vies continuent ensemble. On fait beaucoup de sport encore un peu ensemble. Mais les auditeurs de DSI des Hommes te connaissent pas. Peux-tu nous expliquer déjà qui tu es et tes différentes activités? Anthony Chave, je suis coach sportif. Voilà, j'ai ma société de coaching sportif, voilà, où je m'occupe de faire du sport aux gens, de tout profil en tout cas, voilà, qui veulent perdre du poids, des sportifs à accompagner. Et puis je m'occupe aussi d'autres coachs sportifs, puisque j'ai des franchises de ma société où je m'occupe du développement des coachs. Voilà un petit peu mes activités de manière générale. Et avant ça, j'étais préparateur physique dans le basket. Voilà. Et tu as toujours une activité dans le basket? Toujours, parce que j'étais coach aussi, effectivement, entraîneur, voilà. Et je suis toujours coach dans le basket, effectivement. On garde les passions, en tout cas, voilà. Les passions animent ma vie professionnelle et c'est ce qui me plaît. Oui, avec une année blanche pour ton équipe actuelle. Exactement, oui, parce qu'on n'était pas professionnel, donc forcément on a eu une année blanche, et puis une année un peu bizarre aussi pour le business et le job de coach sportif, puisque ça le fermait, et tout ce qui s'est passé, voilà. Mais là-dessus on y reviendra, on a trouvé des solutions. Mais effectivement, c'était une année un peu bizarre pour tout le monde, pour pas mal de raisons. Voilà, oui, on a tout changé notre quotidien un petit peu. Tout à fait, il a fallu s'adapter. Exactement. On va rapidement rentrer dans le vif du sujet. On va tout d'abord, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Quel est ton premier souvenir d'informatique ou de numérique? Alors moi j'en ai deux. Le premier c'était un jeu sur PC. Alors sur PC, et là les jeunes ne vont même pas comprendre ce que je dis, où je remettais une disquette pour jouer, voilà. Le mot disquette, je pense que ça parle pas à tout le monde. Et je jouais, je me rappelle, à Dracula. Alors c'était un Dracula pas mal dessiné et tout ça. Et l'autre qui m'est revenu, c'est le fameux jeu du ping-pong avec alors ping-pong, voilà, pas un jeu avec la table dessinée, hein, juste les deux traits qui se baladent sur le côté. Voilà, donc là on comprend que je suis pas tout jeune, je pense, rien que en expliquant ces deux souvenirs-là. Voilà. Voilà. C'est vrai, on remarque par contre que tu as toujours le lien avec le sport, parce qu'on parlait de ping-pong. C'est vrai. Pour parler de notre sujet de sport et numérique, je vais donner déjà quelques chiffres. Il y a 47 millions de Français qui pratiquent au moins une activité, dont, dans ces 47, 16 millions de Français qui sont licenciés. Je pense qu'il est intéressant aussi de voir les différents types de sport, parce qu'on va parler de sport pour la santé, mais aussi de santé par le sport. Je pense que ça, tu pourrais bien en parler. On peut aussi parler de sport, santé, bien-être, de sport, loisirs et tourisme, avec des activités physiques et nature, comme le trail qu'on pratique tous les deux, des compétitions amateurs, et après on arrive sur des compétitions amateurs de haut niveau et tout le côté pro. Donc bon, forcément on arrive sur le pro où il reste que quelques grands quelques élus, on va appeler ça comme ça, voilà. Quelques élus. Donc le sport a quand même une part importante, parce que 47 millions de Français sur les 60 millions qu'on est, forcément quasiment tout le monde fait du sport. Et le Covid a forcément eu un impact sur les habitudes des gens, sur les habitudes de faire du sport. On a vu, je me rappelle, le tout premier confinement, des gens se découvrir à faire du footing, à sortir alors qu'ils en avaient jamais fait de leur vie. C'est ça. On n'a jamais vu autant de monde sur les chemins et dans les rues courir. Mais moi, ce que je voulais voir, c'était aussi l'impact. Enfin, quel était l'impact de sur ton activité, cette partie Covid, parce que ça fait 1 an là que. Je sais que tu essaies de t'adapter, mais voilà, comment tu t'es adapté, comment t'as pu vivre cette période? Il y a eu effectivement un impact. Bon, alors sur le premier confinement, comme tout le monde, c'est-à-dire que bon là tout était à l'arrêt, parce que on n'avait pas anticipé ça, on savait pas ce que c'était un peu compliqué, et au fur et à mesure du temps, on s'est adapté. Alors on s'est adapté de plusieurs manières. Moi j'ai la chance de pas avoir une grande salle de musculation avec plein de gens, j'avais plutôt du coaching particulier, des choses comme ça, donc on a pu s'adapter différemment. Moi j'ai pu garder des contacts avec mes clients par la visio, voilà, donc ça c'était important de faire des cours par visio. C'est forcément un peu différent,
Mais une fois qu'on s'y fait, je pense qu'il y a aussi le pour et le contre, dans le terme de temps aussi pour les gens de pas se déplacer, de rester chez eux, voilà. Donc on a pu continuer grâce à ça. Et puis après, il y a tous les accompagnements qui existent maintenant et qui permettent à distance, en fait, puisque c'était ça, on pouvait pas se voir, en fait, au départ, à distance, d'accompagner les gens, des applications, des séances vidéo, des choses comme ça. Donc tout ça nous a permis de continuer de vivre et d'exister. Et puis au fur et à mesure des confinements qui étaient moins importants, on a pu aller se rendre pour faire du sport dehors, on a pu aller dans d'autres endroits, faire d'autres choses. Et finalement, on s'est tous adaptés un petit peu là-dessus. Et je sais, par exemple, qu'au premier confinement, quand je parlais de visio, la plupart des gens me disaient non. Et après, par contre, les gens avaient tellement besoin de faire du sport, de toute façon, ils se sont dit, je veux continuer à vivre, même si c'est un peu différemment. Donc, on s'est adapté en mettant, du coup, le numérique au service de ce qu'on fait. Et on s'est adapté parce que on n'avait pas le choix, mais finalement, pour des bonnes raisons. Au final, je pense qu'il nous a apporté des choses positives. Voilà, parce que ça change les habitudes, mais pour des bonnes choses aussi. Oui, je te rejoins complètement. Et puis justement, tu disais au premier confinement, t'as essayé de proposer des visios, personne n'a voulu le faire. Puis bon, peut-être que vous étiez pas prêt aussi à le faire. Mais au deuxième, qui n'a pas, est-ce que t'as eu beaucoup de clients qui ont dit oui? Et quelle est la part à peu près de tes clients qui ont continué à faire du sport en visio? Alors là, on va dissocier un petit peu aussi les cours collectifs des cours individuels. Voilà, sur les cours collectifs, on a eu beaucoup de pertes forcément parce que quand les gens viennent faire des cours collectifs, ils viennent aussi pour l'ambiance, ils viennent aussi pour ces moments-là. Donc je pense que même par visio, c'était compliqué parce que par visio, on a l'impression d'être chacun chez soi, on discute pas avec les autres, on râle pas ensemble aussi, on n'est pas en train de se plaindre à droite à gauche, voilà, mais c'est aussi la bonne chose de ça. On n'est pas en train de regarder l'autre souffrir comme nous, donc voilà, on a perdu ça. Donc sur les cours collectifs, la visio nous a fait perdre beaucoup de monde, ça c'est sûr. C'est vraiment différent. Dès qu'on a pu retrouver à l'extérieur, là c'est revenu. Et sur les cours particuliers, c'était un petit peu différent parce que même en visio, finalement, les gens étaient capables de voir qu'on les suivait, qu'on pouvait les accompagner, qu'on corrigeait les postures, qu'on pouvait discuter, échanger. Parce que les gens étaient aussi pour ça, pour le côté humain, au-delà du travail et des résultats qu'ils veulent avoir, bien sûr. Et du coup, en visio, on peut quand même faire ça et on peut quand même accompagner correctement les gens. Tu l'as dit tout à l'heure, le numérique est devenu au service du sport et du sportif en général. Tu as commencé à en parler. C'est vrai que depuis quelques années, on voit l'émergence des objets connectés. On appelle aussi IoT en anglais. On voit apparaître des montres connectées, des pèse-personnes connectées, des masques de ski connectés. Enfin, tout un tas d'objets qui vont permettre aux sportifs de faire du sport. Alors, je sais pas quelle est ta vision aussi de ça. Est-ce que ça va les aider? Est-ce que ça va venir compléter Alors je pense que ça va permettre déjà, des sportifs de haut niveau d'avoir encore plus de feedback, des retours précis sur ce qu'ils font, c'est-à-dire des chiffres, des données, et ça c'est hyper important. Mais pour le sportif lambda, j'allais dire, ça va permettre à ces personnes-là de se traiter ou d'être traités comme des sportifs de haut niveau. Et ça c'est important, c'est-à-dire que avant on avait plus ou moins juste notre ressenti pour dire j'ai fait une bonne perf, c'était bien, etc. Maintenant, tous les objets connectés nous permettent de comparer ce qu'on fait au jour le jour, de comparer par rapport à avant, par rapport à d'autres personnes aussi. Et ça permet vraiment de savoir ce qu'on vaut finalement. Et avant, on voyait ça que dans le sport de haut niveau. Donc je trouve ça hyper intéressant parce que quand on fait du trail par exemple, savoir que d'autres personnes ont fait tel temps sur tel parcours, savoir que nous la fois d'avant on avait fait ça avec tel dénivelé, notre pourcentage, etc. Tous ces chiffres-là, ils sont importants et ça permet d'améliorer la pratique, d'améliorer la connaissance de soi et du coup ses résultats. Donc, l'utilisateur de ces objets connectés va pouvoir s'aider de ça pour, comme tu le dis, s'améliorer, se connaître aussi sûrement, savoir comment il est, Mais toi, en tant que coach, comment tu peux t'en servir? Est-ce que tu utilises des objets connectés? Est-ce que tu... Oui, alors on utilise déjà la balance connectée parce que ça c'est très très simple et très pratique. C'est pratique dans le sens où on a une application et que les gens quand ils montent sur la balance, le résultat se met directement sur l'application dans leur téléphone. Donc ça c'est très simple, mais eux ils ont les résultats tout de suite, ils peuvent le conserver, le regarder chez eux. Donc ça c'est hyper intéressant pour nous en termes pratiques et j'allais dire ludiques pour des résultats de masse, de poids, c'est peut-être pas le mot, mais ça permet vraiment aux gens d'avoir le résultat sur eux et le regarder quand ils veulent et comparer leurs résultats, peut-être même montrer aux autres certainement. Donc ça c'est très intéressant. Et puis après on va avoir tout ce qui est la connexion avec les montres connectées aussi, qui peuvent avoir maintenant très facilement aussi le rythme cardiaque. Voilà, ça c'est quelque chose de bien pour nous parce que les gens qui ont ces montres-là, ça permet de vérifier dans quelle intensité ils sont sur l'exercice, comment ils fonctionnent, est-ce qu'on est dans le vrai ou pas, comment ils se sentent, et donc pour eux d'avoir des feedbacks, mais pour nous aussi de savoir si ce qu'on fait est juste ou pas. Donc tous ces objets connectés, en fait, encore une fois, nous permettent de mettre des chiffres et des mots, j'allais dire, sur notre impression de coach et sur nos ressentis. Et forcément, nos ressentis sont pas toujours bons, et les chiffres viennent valider ou invalider ce qu'on pense aussi. Je te rejoins complètement. Après, je pense que le marché de l'IoT, de l'Internet des objets, a progressé
En Europe, il a progressé en 5 ans de plus 16%. Ça devient un marché prépondérant. On a quand même des gros acteurs qui s'y mettent. Des acteurs qui étaient déjà présents dans d'autres domaines, mais voilà, qui deviennent quand même maintenant des choses qui sont sur du grand public, hein, parce que on arrive à trouver des choses pas forcément très chères. On va parler, comme on l'a redit, monde connecté, personne connectée. On arrive aussi à avoir, qui est pas très loin de ton domaine, tous les outils qui vont permettre de récupérer d'électrostimulation, voilà, des choses comme ça, donc qui devient très accessible au public et qui va permettre aussi, je pense, aux gens que le sport soit plus accessible, je pense. Enfin, c'est mon ressenti. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de sportifs de haut niveau, c'est-à-dire que la récupération, par exemple, avant, voilà, par tout ce qui est électrostimulation, choses comme ça, c'est ce qui était réservé aux sportifs de haut niveau. Personne, les sportifs lambda, pas trop ce mot, mais voilà, aux sportifs du dimanche, on en est aussi, qui avaient pas la possibilité de se traiter comme ça et de récupérer comme les autres. Mais en tout cas, encore une fois, d'avoir des choses qui étaient cohérentes avec des données, savoir un petit peu ce qu'il en était. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que tous ces objets connectés permettent de traiter tous les sportifs à égalité. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que même la personne qui démarre le sport, elle a le droit de savoir quelles sont ses performances, de comparer aux autres, même à elle-même seulement, hein. Peu importe ce que vous cherchez, tout le monde cherche pas à se comparer aux autres, mais c'est intéressant de savoir. Moi, les gens me demandent souvent à la fin de la séance, qu'est-ce que vous avez la première fois, vous en avez pensé quoi? Je suis en forme, je suis pas en forme, voilà. Donc moi, j'ai ma réponse de coach avec mes mots, mais le fait d'avoir un rythme cardiaque, le fait d'avoir des résultats avec une application, des choses comme ça, ou des tests tout simples, permet d'avoir aussi un retour cohérent et concret, j'allais dire, sur le terrain, voilà. Et pour la récupération, je pense que c'est hyper important, parce que ça permet aussi de rendre facile et accessible la récupération. Et humainement, les sportifs n'ont pas tous conscience que la récupération est aussi importante que l'effort. Donc rendre ça facile par les objets connectés, ça permet vraiment d'avoir un meilleur résultat et moins de blessures. Oui, moins de blessures, parce qu'on va pouvoir voir si on est surentraîné ou pas. Voilà, et donc gérer sa récupération, parce que forcément, un surentraînement, on peut créer différentes choses, surtout des blessures. Donc je pense que c'est important. Et en plus, ce côté-là, ces applications, ces objets connectés, on va dire, sont des objets qui peuvent ne pas être accessibles à tout le monde, parce qu'il y a un certain coût quand même, il y a un certain coût, surtout si on veut avoir, je pense, des données de qualité, parce que c'est hyper important. Je pense que chaque montre n'a pas les mêmes caractéristiques aussi, suivant ce qu'on veut faire, suivant qui on est. Suivant son sport, suivant ce qu'on cherche à connaître et à savoir aussi. Hein. Pour certains, juste connaître son rythme cardiaque, savoir si on a fait un effort intéressant ou pas va suffire. Pour d'autres, il faut absolument d'autres résultats. Puis, il y a ceux qui font du triathlon, donc il faut une montre qui soit capable de passer de partout dans l'eau et puis d'avoir aussi des distances, peut-être le portée de chaque bras, le nombre de coups de bras, etc. Toutes ces choses-là peuvent être hyper intéressantes, mais effectivement, forcément, le prix grimpe très très vite. Et c'est aussi la précision qui fait que le prix grimpe. C'est-à-dire qu'on voit bien que sur les montres connectées qui sont moins chères, la précision est pas toujours très bonne. Donc en fonction de si vous êtes un sportif du dimanche ou pas, vous allez chercher de la précision. Si vous voulez juste quelques chiffres comme ça pour avoir des données, bon, c'est bien. Si vous voulez vraiment de la précision pour vous entraîner, savoir si votre entraînement était cohérent par rapport au prochain, au précédent, au suivant, etc. Là, il faut des données précises. Et la montre, dans ce cas-là, va coûter plus cher, mais c'est les cas dans tout. C'est logique. Et ces objets qui sont peut-être des fois moins accessibles, il existe tout un tas maintenant d'applications. On va parler pour l'instant d'applications, on va dire plutôt de coureurs, cyclistes, etc., type Strava, type Runkeeper, qui sont quand même des applications qui sont reconnues maintenant dans le monde de la course à pied et du vélo. Hein. Moi je l'utilise souvent, et ces applications de coaching suivi et de mesure de performance sportive, parce que c'est ce que tu dis derrière, on va pouvoir mesurer les performances sportives, alors, il y a des versions gratuites et payantes. Après, chacun choisit ce qu'il veut et jusqu'où il veut aller. Est-ce que ça, toi, c'est des sujets sur lesquels tes clients ont une application de coaching? Est-ce que tu utilises une application pour les aider? Comment tu gères ça? Alors moi, j'utilise une application effectivement qui va nous permettre d'avoir plus ou moins de données en fonction de ce que les clients veulent et ce qu'ils ont. On va avoir par exemple le nombre de pas par jour. Voilà. En fait, pour moi, coach, ce qui est important, c'est d'accompagner les gens en dehors de la séance. On pense souvent qu'un coach sportif, c'est une séance par semaine et que c'est terminé. Nous, notre objectif, c'est de se dire, si on veut que les personnes aient des résultats, leur faire une séance d'1 heure par semaine, ça va pas jouer sur leur vie, sur leur santé, sur leur forme, ça va pas être suffisant. Donc, par l'application, on va pouvoir rajouter des séances. L'application que j'ai, par exemple, permet d'avoir des séances à distance faites directement par moi et sur mesure.
voilà, avec un bonhomme en 3D qui bouge, donc c'est très bien fait, mais aussi permet d'avoir toutes autres sortes de données. La nutrition, qu'est-ce qu'ils ont mangé, est-ce que ça correspond à ce qu'on avait dit, etc. Et après, en fonction justement de ce qu'ils ont besoin, le nombre de pas, effectivement le PS personne qu'on a dit tout à l'heure qui va permettre la balance qui va permettre d'être connecté. Et on a plein de données comme ça. S'ils vont faire du vélo, ils peuvent avoir aussi le résultat dedans. Donc moi, j'ai leur semaine complète et ça me permet vraiment de savoir si leur dépense énergétique quotidienne est suffisante, s'ils bougent assez, comment ça se passe. Et là, on peut aller vraiment très loin. Mais moi, j'ai toujours avec c'est-à-dire, faut en sorte que le client soit d'accord parce que finalement, c'est des données très personnelles à un moment donné. Mais quand on a toutes les données, c'est intéressant parce que on peut voir en fait ce qui cloche entre guillemets dans le quotidien. Quelqu'un qui fait même pas 1000 pas par jour et qui veut perdre du poids par exemple, on va lui dire oui, c'est bien de venir faire du sport avec nous parce que c'est très bien, mais 1 heure par semaine ou 2 heures même, ça vous suffira pas. Ce qu'il faut, c'est transformer votre quotidien pour marcher plus, vous activer plus et faire en sorte au quotidien d'avoir plus de dépenses. Et ça, l'application va nous permettre de veiller à ça. Je te rejoins, il va y avoir tout un tas de données, de data qui vont être dispo. Toi, tu vas utiliser ces data à ta manière via ton application ou peut-être même autre, parce que bon, tu vas les traiter, tu vas les regarder, les analyser. Ce qui est important pour toi, c'est cette donnée pour l'analyser et la sortir. Et t'as raison de le dire, c'est que on va donner des données qui sont assez personnelles, donc il va falloir aussi trouver les bons outils, des outils qui sont sécurisés, des outils qui répondent à tout ce qui est RGPD, etc. Et c'est vrai que ce côté-là, moi je sensibilise beaucoup les gens à ça. Aussi, on en a échangé ensemble à plusieurs reprises, mais voilà, c'est important parce que c'est des données qui sont importantes aussi pour toi pour aider. Comme tu le dis, toi, l'intérêt c'est ce qui se passe autour de la séance, parce que si quelqu'un vient de faire sa séance d'1 heure mais que il mange n'importe quoi pendant une semaine et qui revient la semaine d'après et qui dit j'ai pas perdu de poids et qui en plus est resté assis devant son PC, c'est une personne très sédentaire. On y reviendra après sur ça. Mais voilà, pour toi c'est important de tout connaître. C'est important de tout connaître et j'allais dire aussi de faire comprendre aux gens, c'est-à-dire que les personnes font pas mal des fois parce qu'ils disent oh, super, je vais voir le coach et puis je fais ce que je veux à côté et puis ils reviennent. Non, c'est qu'ils ont pas conscience de tout ce qu'il faut faire ou surtout tout ce qui peut être positif. Voilà. Généralement, on n'a pas conscience de tout ça. Voilà, le fait de faire un nombre de pas par jour, tout le monde n'a pas conscience de ça. Donc moi, ça me permet aussi de les sensibiliser. En disant, regardez, là, vous avez fait 1000 pas, mais regardez, par exemple, l'autre jour, vous avez fait 4000 pas. Pourquoi vous avez fait 4000 pas? Ah, je me suis garé plus loin, je suis allé en marchant. Regardez, voilà, c'est positif. Ça me permet aussi d'aider les gens à comprendre mieux ce qu'il faut faire et à leur faire prendre conscience. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Les gens qui viennent chez moi, alors là, on parle de la perte de poids, mais ça peut être vrai sur les sportifs qui se blessent souvent parce qu'ils s'entraînent trop. On a parlé sur l'entraînement. Là, en vérifiant l'intensité de leur séance, la charge d'entraînement, je peux leur dire, oui, mais en même temps, si vous allez courir tous les jours et que vous avez jamais une séance de récupération, c'est normal que vous ayez mal au genou, voilà. Donc c'est toutes ces choses-là qui nous permettent. Mais pour ça, il faut des données, parce qu'entre ce que les gens vont vous dire ou vont me dire à moi, mais ils vont en oublier involontairement, ils vont pas tout me dire, Donc moi, après, si j'ai ça, je vais pouvoir fouiller et savoir vraiment ce qu'ils font. Et c'est ce qui m'intéresse moi, c'est de connaître le quotidien entre guillemets des gens pour les aider au quotidien justement. Et pour ça, l'application, c'est terrible, c'est super. Oui, et c'est aussi là l'intérêt de ton positionnement. En plus, les gens, c'est très facile d'avoir accès maintenant à l'information pour faire du sport parce qu'il y a un accroissement des communautés. Oui. Je pense que le confinement a en plus développé ça, donc on peut aller facilement trouver des vidéos sur YouTube et faire du sport. Donc les gens aussi vont se mettre à faire du sport un peu tout seuls. Oui. Moi, je trouve que c'est bien. Après, il faut forcément aussi faire les choses correctement, mais ça, je pense que tu es plutôt d'accord. Mais on a vu cet accroissement de communauté, avec des influenceurs qui sont arrivés. T'en citeras certains, mais il y en a à différents sujets. Mais on a vu vraiment ce côté-là arriver vraiment de plus en plus avec le confinement. Toi, comment est-ce que déjà toi t'as ta communauté, communauté autour de tous les réseaux sociaux que tu utilises, mais est-ce que aussi t'as des exemples de coachs sportifs ou d'influenceurs qui peuvent aider les gens aussi à faire du sport chez eux, quoi. Alors moi j'ai 2 exemples que je vais citer après, mais parce que du coup le problème, tu l'as dit, c'est que on peut avoir accès à tout et ça c'est super. N'importe qui chez soi, même s'il a pas même des moyens énormes, il peut regarder une vidéo YouTube et se dire ok, je vais faire cet exercice-là. Le pendant de ça, c'est qu'effectivement, il faut être sûr que la personne en face de nous dans la vidéo dise des bonnes choses, parce qu'il y a aussi beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses qui sont fausses et des vrais faux coachs comme de partout. Donc il faut faire attention à ça. Et ça, quelqu'un qui est pas initié peut pas le savoir. Voilà. Il faut faire attention aussi à ce que la séance que vous êtes en train de faire corresponde à votre niveau. Ça, c'est hyper important parce que vous pouvez faire une séance qui paraît super bien, mais elle est pas adaptée à vous et vous allez vous blesser.
ou vous dégoûter du sport. Donc là, moi, j'ai 2 exemples qui sont importants. On va donner Christophe Cario, qui est vraiment quelqu'un qui est très axé sur la prévention des blessures. C'est un ancien karatéka, je crois, de haut niveau. C'est le karaté, il me semble, hein, comme sport de combat, mais de très haut niveau. Et lui, voilà, c'est le sport sans douleur. Donc c'est très important. Ça veut dire que même en étant un sportif assidu, s'entraînant tout le temps, on peut avoir un corps sans douleur. Donc même il a 50 ans maintenant, je crois. Et du coup, c'est hyper intéressant tout ce qu'il a développé pour ça. Donc, si vous allez voir Christophe Cario, vous savez que ce qu'il fait est bien, que les exercices qu'il propose sont adaptés, etc. Et la deuxième, c'est Lucille Woodward. Je m'excuse pour la prononciation si elle est pas bonne. Qui est une femme coach sportive. Et là aussi, vous êtes sûr de trouver les bonnes informations. Elle est très connue sur YouTube, notamment. Vous êtes sûr de trouver les bonnes informations, du yoga, du pilate, plein de choses et de variétés vraiment de types de séances. Mais au moins, c'est cohérent, c'est vrai et c'est plein de bienveillance aussi. Je trouve ça très important. Et puis, je te rejoins sur ce que tu as dit. J'ai écrit un article pour Stratégie sur le directeur informatique, le bon ou le mauvais. J'avais pris aussi sur l'entraîneur, existe-t-il un bon ou un mauvais? Et c'est un peu la même chose pour toi, c'est que il n'y a pas forcément pour moi de bon et de mauvais. Je pense que chaque coach va être adapté ou chaque directeur informatique va être adapté à une personne. Dans ton métier, peut-être que des fois il peut y avoir un peu des charlatans et qui peut faire très mal. Je sais que tu combats certaines choses, mais on va pas rentrer dans le débat. Et puis j'inviterai les gens à aller voir les réseaux sociaux qui expliquent bien tout ça. Mais j'en connais d'autres aussi qui combattent tous ces recettes miracles, ces habits miracles, des choses comme ça. Je citerai Major Movement qui le fait très très bien et qui aussi j'invite les gens aussi à aller le voir parce que même si c'est sur le côté santé et kiné, il a beaucoup d'exercices pour faire du bien au dos. Mais voilà quoi. Donc il y a des choses après à chacun de prendre la bonne chose pour lui et qui lui correspond. Je pense que c'est très important. On a parlé un petit peu du sportif de tous les jours, enfin ce qu'on peut faire, mais c'est vrai qu'aussi on voit souvent maintenant les clubs pro, c'est ce qu'on voit au-delà, et en fait il y a aussi le numérique qui s'est installé. Donc au sein d'un club, j'en ai échangé avec Maxime, l'assistant coach du Saint-Chamond Basketball du Gier, donc qui est en Pro B et qui me disait que maintenant il avait quand même une base de données qu'il devait traiter, qu'il devait préparer avec des séquences vidéo très spécifiques, qui traitaient un peu même jusqu'à l'intelligence presque artificielle, et qu'il arrivait grâce à ça après à adapter ses entraînements et aussi la charge de ses entraînements. Pareil, je pense, et ça tu le diras sur la partie préparation physique. Tout à fait. Donc comment s'adapter un petit peu aussi le monde du sport, le monde du sport professionnel par rapport à ça? Quelle est ta vision? Alors le monde du sport professionnel, bon moi je vais appuyer beaucoup sur le basket, sûrement je connais mieux, mais le monde du sport pro, en fait ça a permis, là encore plus que pour l'amateur, d'avoir des chiffres et des données sur les choses qu'on estimait ou qu'on pensait. Voilà, si on prend l'exemple du basket ici, je sais que par exemple quand on va parler de NBA, qui est vraiment la référence aussi là-dessus, parce qu'ils ont des moyens financiers énormes, donc forcément des capacités énormes, on va être dans un traitement de la vidéo qui va être avec des montages qui sortent tout seuls à la fin, forcément parce qu'il y a des capteurs un peu de partout. Enfin voilà, c'est des choses très complexes mais qui simplifient énormément la donnée. Et puis eux, ils ont surtout des statistiques sur tous les domaines, et tout est traité par informatique avec des statistiques avec quand lui était sur le terrain, est-ce qu'on est meilleur en défense, meilleur en attaque, sur quel point. Voilà, c'est vraiment des choses hyper détaillées qu'on retrouve en Pro B à moindre mesure, mais quand même, et ça permet aux coachs en fait, j'allais dire, ça dépend du coach. Il y a des coachs qui vont plus se fier à leurs sensations, mais il y a d'autres qui vont être très axés sur les chiffres et qui vont se dire, ok, ces 5 joueurs sont meilleurs ensemble, on va les faire jouer plus longtemps. Voilà, des choses très simples qui remplacent finalement un peu, pas complètement, mais l'impression qu'on peut avoir avec des sensations quotidiennes. Et sur le sport professionnel, c'est hyper important parce que là, on a besoin de rentabilité de tout ce qui se passe. Et je pense que le numérique s'est inséré là-dessus d'une manière positive quand on l'utilise bien. Ça nous permet d'être encore meilleurs et encore meilleurs sur nous et sur les adversaires. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est quand on l'utilise bien le numérique, voilà. Et puis on le redit, il est au service de le numérique. C'est pas l'inverse. C'est pas le sport qui est au service du numérique, mais c'est le numérique qui est au service du sport. Et donc c'est vrai que les clubs sportifs sont adaptés aussi à ça, utilisent beaucoup de données. Ces données qu'on peut utiliser à notre échelle en tant que personne, en tant que personne. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Et puis il y a aussi arrivé ce côté numérique au service de l'arbitrage. On en entend beaucoup parler avec la VAR au foot, mais c'est arrivé depuis assez longtemps au rugby, dans certaines situations, au basket aussi dans certaines situations, pour valider que le panier de fin de match est rentré ou pas, et donc le football. Et on a eu la chance tous les deux d'avoir pu échanger sur ce sujet avec un arbitre français, là, Sébastien Deziage, qui nous a quittés
il y a quelque temps et qui a vécu ce passage à la VAR. Et c'est vrai qu'il nous l'a dit, c'est pareil, c'est au service, c'est pas le numérique est au service de l'arbitre. L'arbitre reste le seul maître, c'est lui qui décide. Si lui il est sûr que sa décision elle est bonne, elle est sûre. Et puis c'est lui qui interprète l'image. C'est-à-dire c'est quand même lui c'est pas l'image qui va dire il y a hors-jeu, il y a pas hors-jeu par exemple. Voilà. Et c'est lui qui va dire moi j'ai vu que. Voilà. Donc c'est effectivement l'être humain qui va décider et tant mieux, et tant mieux bien sûr. Voilà. Après effectivement, je pense que ce côté-là, il est un peu critiqué dans le foot aussi pour le temps que ça prend. Alors que nous, par exemple, au basket, on est tellement habitués à avoir ça que nous, c'est pas dérangeant d'aller voir un arbitre qui regarde une vidéo, qui revient, etc. Alors qu'au foot, j'ai l'impression que ça dérange un peu. C'est une question d'habitude. Parce que finalement, c'est au service et c'est très positif d'avoir ça. C'est juste qu'effectivement, des fois, c'est une question d'interprétation. Mais c'est bien pour ça que c'est au service d'eux. Et je dirais tant mieux. Le jour où c'est l'ordinateur qui va nous dire non, il y a hors-jeu, c'est sûr, il y a un demi-millième dessus. Bon, on sera un peu plus embêté. Je trouve que ça enlève du côté effectivement humain et du côté spontané aussi du sport en général. Ouais, et puis on peut se poser la question quand la France a été championne du monde en 2018, est-ce qu'elle aurait été championne du monde est-ce qu'elle aurait été championne du monde s'il y avait s'il y avait eu la VAR ou s'il y avait pas eu la VAR, voilà. Exactement. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes, mais bon, ça va plus loin que l'arbitrage parce que il y a aussi des aides à l'arbitrage qu'on appelle les arbitrages augmentés, comme l'exemple de la Goal Line Technology au football ou le Hawk Eye au tennis, voilà, qui est utilisé. Alors j'ai vu qu'à Roland Garros, il ne l'utilisait pas, c'est la terre battue, donc il y a une marque, c'est plus simple. Il y a la marque, il y a la marque. Et, bon, j'ai vu hier la demi-finale, parce que c'était à l'époque où on enregistre la demi-finale filles où bon, ça n'a pas changé la fin du match parce que finalement elle a gagné, mais l'arbitre la voit dedans alors que la Hawkeye l'avait vu dehors. Donc voilà, donc il y a quand même interprétation. Il y a encore une fois interprétation. Moi j'ai une image quand on parle c'est pas vraiment de l'arbitrage, mais c'est l'arrivée des courses cyclistes par exemple, avec la photo finish là ou des coureurs. Hein. Et moi j'ai cette image là parce que là c'est quelque chose qui, enfin je veux dire, sans ça on sait pas vraiment des fois qui a gagné. Là au moins c'est sûr et c'est un arbitrage entre guillemets, je trouve qui moi reste en tête, qui existe depuis longtemps, mais qui est maintenant affiné, je sais pas, on parle en millième, je sais pas combien, mais voilà. Et effectivement, je pense que c'est pareil. Et l'avantage de tout ça, je pense, ça permet aux spectateurs de voir aussi. Là, on prend l'exemple de la VAR, mais sauf erreur de ma part, au foot, les gens ne voient pas le ralenti dans le stade, par exemple. Au basket, tout le monde et les joueurs sont en train de regarder ce qui se passe sur l'écran. Donc, c'est pareil, comme c'est sujet à interprétation, on peut tous revoir. Je trouve que c'est quand même intéressant parce que ça veut dire que, encore une fois, c'est au service des gens qui regardent. Voilà. Et ça, tant que ça restera comme ça, on sera dans le vrai, je pense. Oui, et puis ça peut être au service, puis aussi faciliter aussi certains travails. Bon, on parle beaucoup de basket, mais c'est normal, on s'excuse. C'est notre passion, mais pour ceux qui connaissent le basket et qui ont fait des feuilles de match de basket où il fallait faire les aux traites ou les petits trucs, voilà, où il fallait avoir des grosses formations pour faire une feuille de match. Bah voilà, ça a été informatisé depuis quelques années et ça a été quand même une sacrée avancée, parce qu'en plus au-delà de la feuille de match, après il fallait donner le bon il y avait 3 feuillets, voilà, fallait envoyer la bonne personne à la ligue, au comité, etc. Et maintenant c'est fait par mail, forcément ça gagne du temps à tout le monde. Nous coach, on peut repartir avec notre feuille de match à la fin du match aussi, ça c'est super, mais une feuille de match sur notre ordinateur, notre téléphone, voilà, donc ça c'est quand même, je trouve, super intéressant, c'est une facilité, et puis une facilité de traitement général bien sûr pour toutes les feuilles, quoi. Non, c'est très très bien, et ça fait gagner un temps fou, je pense, à tout le monde. Non, ça c'est très très bien. Bah, bon, on voit là que le numérique est vraiment présent partout. Et comme on dit, il faut qu'il reste au service d'eux. On le voit aussi, mais on rentrera pas dans ce détail-là et on n'ira pas aussi loin, mais aussi avec maintenant des enceintes de sport connectées, où on retrouve aussi beaucoup de données, ou qui vont utiliser toute la partie marketing pour les billets, pour essayer de vendre aussi plus, pour faire vivre d'une expérience aux gens, mais ça on va pas y aller. Moi, ce que je voulais voir avec toi, c'est que c'est bien, on a parlé de numérique. Mais les gens l'utilisent beaucoup le numérique et il faut savoir que le télétravail, toutes ces notions-là ont amené beaucoup de sédentarité. Il faut savoir que la sédentarité tue beaucoup plus de gens que le tabagisme. Donc, on a fait déjà il y a quelques années, il y a quelques temps, des vidéos YouTube à ce sujet-là avec 4 vidéos YouTube avec plein de petits conseils. Donc, j'invite les gens à aller les voir. Elles sont sur nos deux chaînes respectives. Moi, je voulais vraiment qu'on sensibilise aussi, on profite du podcast pour sensibiliser les gens à ça. Moi, je vais parler du côté matériel, forcément. On voit que les écrans sont de plus en plus petits, donc il va falloir aussi essayer d'adapter, avoir des doubles écrans, avoir un écran plus haut, avoir une bonne chaise, donc du matériel et du mobilier adapté. On a trop vu de gens, malheureusement,
assis n'importe comment, sur le canapé, toujours dans le lit, essayer de trouver une place. Voilà. Quel conseil tu pourrais donner à nos auditeurs sur cette sédentarité un peu imposée et qui le continuera? Alors on va appeler ça sédentarité augmentée, voilà, par le Covid. Alors avant de parler de la solution, on va parler du problème. Voilà, c'est-à-dire que généralement, en termes général, on est en télétravail, on est chez soi, donc on n'a pas un confort de bureau, ça tu l'as dit, donc une chaise mal adaptée, un canapé là, c'est catastrophique. Mais surtout, on a beaucoup moins de mouvement dans la journée. C'est-à-dire que je suis chez moi, donc déjà je prends pas ma voiture ou le tram ou ce que vous voulez pour aller au boulot. Moi, je vais pas marcher les quelques escaliers pour monter dans mon bureau, par exemple. Je vais pas prendre une pause café avec un collègue. Je vais pas me lever de mon bureau pour aller faire quelque chose. Voilà, je vais pas bouger autant parce que je veux pas être un con en réunion, un con machin. Alors que là, quand je suis en télétravail, ma réunion, mon travail, c'est mon ordinateur devant moi. Donc, tout à l'heure je parlais du nombre de pas. Là, en fait, on va beaucoup moins bouger. Voilà, tout simplement. Et le fait de beaucoup moins bouger, en plus d'être mal assis, j'y reviendrai derrière, mais là, je viens de traiter de la problématique. Maintenant, la solution, c'est quoi? C'est se dire, quand je travaille, toutes les 50 minutes, toutes les heures, je me force à bouger. Voilà. Alors, je sais qu'on est tous plongés dans notre travail, qu'on se dit, il faut que j'avance, etc. Mais se lever pour aller se faire un café, se lever pour même aller aux toilettes, voilà. Même marcher dans votre appartement, dans votre maison, faire un tour, faire quelques pas, au moins 5 minutes. L'idéal, c'est de faire quelques mouvements sur place, d'épaules, de bassin, un peu de rotation pour mettre votre corps en action, tout simplement. Voilà. Mais même si ça vous pouvez pas le faire, le fait de se lever toutes les 50 minutes et de marcher, d'aller faire quelque chose, déjà, vous serez gagnant. Ça évitera de rester 4 heures, de 8h à midi, par exemple, assis complètement à son bureau. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ce qui va être important, c'est effectivement, là où vous êtes assis et comment vous allez vous asseoir. Ça, c'est très, très important. Le but, c'est d'être assis confortablement, le plus droit possible, avec le dos droit. Et au-delà d'effectivement, t'as parlé un peu de la hauteur de bureau, de hauteur de chaise, le but c'est que vous soyez pas le dos complètement arrondi ou avachi dans un canapé. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est garder cette posture-là, où vous êtes obligé de vous tenir droit pour travailler. Ça c'est très important, parce que chez soi, on n'a pas une chaise à la bonne hauteur, on n'a pas un bureau à la bonne hauteur, quand encore une fois on a un bureau. Voilà. Et moi je vous invite aussi à profiter du fait d'être chez vous pour faire peut-être plus de sport. Voilà, je suis chez moi, mais je peux me faire une coupure de une demi-heure à midi, j'ai pas le temps d'habitude, pour faire un peu de sport, etc. Voilà. Bref, il faut bouger plus, et pour ça, il faut se mettre en action au quotidien, et toutes les heures, c'est très important. Je te rejoins complètement, c'est vrai qu'on le voit, les gens peuvent rester des fois 4 heures sur leur poste de travail. Moi, j'essaye toujours, c'est vrai que toujours de bouger, bon, aussi c'est ça, et après, on peut aussi arriver, comme tu le dis, à alterner aussi les positions, peut-être à changer. Il y a différents sièges. On peut avoir les Swiss Balls, là, les gros ballons, gonflables. On peut aussi travailler debout. On peut. Je pense qu'il y a aussi ça. Et puis, comme tu le dis, ne pas hésiter à bouger. On peut utiliser des techniques type Pomodoro, c'est-à-dire se faire des cycles de 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, ça 4 fois, et là, 4e fois, de faire une plus longue pause. Après, n'hésitez pas, notamment quand vous êtes au téléphone, parce qu'on est tous dérangés par le téléphone, à vous lever et à marcher, parce que vous êtes devant votre ordinateur, vous pouvez pas. Mais quand je suis en train de passer un coup de téléphone, je peux très bien automatiser ça. J'ai un coup de téléphone, je me lève, je marche en discutant. Ça gêne personne, et vous allez bouger naturellement. Ça, c'est des petites astuces, en fait, au quotidien, qui permettent vraiment d'avoir du mouvement. Parce qu'on est très souvent dérangé par le téléphone, et maintenant, avec les téléphones portables, hyper facile de bouger. Voilà. Puis comme tu le disais, les gens, en étant en télétravail, les gens vont gagner du temps sur les trajets et tout ça, donc peut-être profiter de ce temps-là pour aller faire du sport, aller peut-être juste marcher aussi. Et tout à fait. Voilà. Alors t'as raison de préciser ça, c'est important, parce que quand on parle de sport, les gens voient tout de suite un super truc hyper intense où on va finir complètement cramé. C'est pas que ça le sport, voilà. Surtout si vous démarrez, faut pas voir ça comme ça. Effectivement, rien qu'aller marcher, ne serait-ce que 20 minutes, une demi-heure, c'est déjà du sport. Donc n'hésitez pas, il y a rien. Enfin, tout est mieux que zéro. Voilà, tout est mieux que de ne rien faire. C'est ce qu'il faut vous dire. Voilà. Donc même si c'est tous les jours, une fois tous les 2 jours, vous allez marcher 20 minutes, avant vous faisiez pas, vous allez gagner par semaine, voilà, 1 heure et demie d'action, et ça sera déjà hyper positif. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai voulu parler de cette sédentarité, parce que pour moi, elle a vraiment un lien avec tout le reste, parce que on arrive à la fin là du podcast. Moi, ma conclusion, c'est qu'on voit que l'accès au sport devient plus facile. Il y a des ressources de plus en plus grosses sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, avec des influenceurs. Alors, toujours faire attention à ce que vous faites, à qui vous choisissez, parce que on peut trouver de tout et de rien. Il y a des objets connectés, des applications, des communautés. Après, si vous avez envie aussi d'aller plus loin, il y a aussi des coachs sportifs comme tu peux l'être. Donc, j'invite les gens à se rapprocher de Perform Coach, qui
pas être dans toute la France, mais commence à avoir quand même quelques franchisés jusqu'à Paris. Donc, de toute façon, je mettrai toutes les coordonnées dans le podcast, enfin dans les commentaires. Et je pense que ce qui est important, moi, ce que je retiens de nos échanges, c'est que le numérique doit être au service de. Mais ce que je peux dire aussi, dans tout ce que je peux vivre au quotidien avec mes clients, c'est que le numérique est au service du travail, du métier de nos clients. Donc là, le métier, c'est le sport. Donc pour moi, c'est hyper important. Et si tu avais à conclure, toi, quel est ton mot de la fin? Moi, je dirais que, comme je disais, le numérique alors démocratisé, c'est pas le mot, mais a permis à de plus en plus de personnes d'avoir accès à un sport différent, avec des connaissances supplémentaires. C'est-à-dire que avant le numérique, avant Internet, etc., faire du sport, on savait pas trop, fallait acheter des DVD, etc., c'était plus compliqué. Là, tout le monde a accès à tout. Donc ça, c'est super important. Ça ouvre, quelqu'un qui, maintenant, me dit, je ne peux pas faire du sport. Je lui dis non, c'est pas possible. Voilà. Vous avez pas le temps, machin. Ok, peut-être. Vous voulez pas, très bien. Mais si vous voulez faire du sport, vous ouvrez YouTube, vous lancez une vidéo, vous faites du sport. Donc, c'est ce qui est important pour moi, c'est que ça permet, c'est un accès tellement facile aux personnes qui veulent faire du sport. Et ça, c'est vraiment pour moi le côté hyper positif. Au-delà du reste, de pouvoir avoir des chiffres et tout ça. C'est-à-dire que ça a permis à toutes les personnes, d'avoir accès au sport qu'ils voulaient. Voilà. C'est les sportifs qui sont un peu plus sportifs ont eu accès à des données, ceux qui l'étaient pas ont eu accès à des vidéos, ceux qui en voulaient plus ont accès à encore plus de data, etc. Voilà. Donc ça a permis vraiment d'avoir ça, et ça c'est forcément positif. Donc je trouve que c'est forcément une bonne nouvelle. Voilà. Merci à toi Anto, merci à toi de m'avoir accueilli chez toi. Bon, il fait très chaud, donc c'est pour ça que vous entendez les portes ouvertes et peut-être un peu de bruit de fond. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Bon, certains peut-être nous écoutent en bougeant, en marchant, en courant. Si vous avez des questions à propos du système d'information, voire même de sport, n'hésitez pas à nous contacter via Facebook ou LinkedIn. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater nos prochains épisodes. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. À bientôt sur DSI et des hommes.